Vous voulez en savoir plus sur le management de l'innovation? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Innovation Stratégie. Le brevet d'invention est parfois vu comme un simple outil juridique qui permet de protéger ses inventions contre l'imitation. Cette vidéo vous montrera que c'est beaucoup plus que cela. Le dialogue que vous allez entendre par la suite a été réalisé avec Notebook LM. Cet outil facilite la synthèse de divers documents et donne un caractère dynamique au discours grâce à l'utilisation d'un dialogue entre deux voix synthétiques, mais réalistes. Je précise toutefois qu'il s'agit d'un podcast ou d'une vidéo qui reste un produit personnel. En effet, l'outil a été alimenté uniquement de présentations PowerPoint, d'extraits d'ouvrages ou d'articles dont je suis l'auteur et de retranscriptions de cours ou de webinaires enregistrés que j'ai animés. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore le monde souvent méconnu mais crucial des brevets d'invention. Bonjour. Oui, un sujet passionnant. On a pas mal de sources intéressantes, des cours, de la recherche, des témoignages. Exactement. Un bon mélange pour essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce terme, brevet. On l'imagine souvent comme une sorte d'armure pour une invention. C'est l'image classique, oui. Le bouclier protecteur. Mais est-ce que c'est vraiment son unique rôle? C'est un peu notre mission aujourd'hui, décortiquer comment les entreprises jonglent réellement avec ces brevets. Est-ce que c'est purement défensif, genre pour bloquer les concurrents, ou est-ce qu'il y a des stratégies plus fines, parfois même un peu contre-intuitives? Tout à fait. On va voir que c'est souvent bien plus complexe. On va plonger là-dedans, et on va commencer avec une histoire assez révélatrice, je crois, celle du magnétoscope d'Impex. Alors, c'est parti pour notre analyse. Parfait. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien. Un brevet d'invention, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un titre de propriété industrielle. Propriété, donc ça nous appartient. Oui, mais attention, ce n'est pas éternel. Sa durée est limitée. Aujourd'hui, c'est 20 ans maximum, et ça compte à partir du jour du dépôt de la demande. Ah, 20 ans dès le dépôt. C'est ça. Et cette protection, ce n'est pas acquis pour 20 ans d'un coup. Il faut la maintenir active. Comment ça? Il faut payer des taxes périodiques, des annuités, souvent chaque année comme en France. Si on arrête de payer, le brevet tombe dans le domaine public. D'accord. Donc, faut continuer à investir. Exactement. D'ailleurs, petite note historique, aux États-Unis avant, c'était différent. C'était 17 ans, mais après l'octroi du brevet, pas après le dépôt. Ça changeait un peu la dynamique. Et autre chose importante? Oui, un point fondamental, c'est territorial. Territorial, c'est-à-dire? Un brevet français ne protège qu'en France. Si vous voulez être protégé en Allemagne, aux USA, au Japon, il faut déposer et maintenir un brevet dans chacun de ces pays. Ah oui, ça peut vite coûter cher alors. Très cher. C'est pour ça qu'en pratique, les entreprises ne maintiennent sur 20 ans que les brevets qu'elles jugent vraiment stratégiques, ceux qui ont un fort impact concurrentiel. Les autres, on les laisse souvent tomber avant. Logique. C'est un droit limité dans le temps et l'espace donc. Mais pour obtenir ce titre, j'imagine qu'il faut remplir certaines conditions, non? Ce n'est pas juste une idée comme ça. Absolument. Il y a un filtre à l'entrée, si on peut dire, 3 conditions principales et elles sont cumulatives. Il faut les 3. D'accord, lesquelles? La première, c'est la nouveauté. Et là, attention, le mot « nouveau » a un sens juridique très précis. Qui n'est pas juste personne n'y avait pensé avant. Pas exactement. Ça veut dire que l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public de quelque manière que ce soit avant la date de dépôt du brevet. Rendu accessible, ça veut dire quoi concrètement? Une publication scientifique? Oui, mais pas seulement. Une présentation lors d'une conférence, un article de blog, une thèse, même une conversation informelle dans un salon professionnel où on dévoile l'essentiel. Tout ça peut brûler la nouveauté. Ah ouais, même une conversation? Si elle rend l'invention accessible au public, oui. Une fuite d'informations, même par imprudence de salariés, ça peut être fatal pour la nouveauté. D'accord, donc la discrétion avant le dépôt est absolument clé. C'est ça. Par contre, petite subtilité, une information obtenue illégalement par espionnage industriel, par exemple, ça ne compte pas comme une divulgation publique qui détruirait la nouveauté. Intéressant.
Et le paradoxe que vous mentionniez? Ah oui, le petit paradoxe, c'est qu'une invention qu'on aurait gardée totalement secrète pendant 10 ans, eh bien si elle n'a jamais fuité, elle reste nouvelle au sens du droit des brevets, on pourrait encore la breveter. Incroyable. D'accord pour la nouveauté. La deuxième condition? C'est ce qu'on appelle l'activité inventive, ou le caractère non évident. Activité inventive, ça veut dire quoi? Ça signifie que l'invention ne doit pas être évidente pour une personne compétente dans le domaine technique concerné. C'est ce qu'on appelle l'homme du métier en jargon juridique. Un expert moyen en quelque sorte. Voilà. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas que l'invention soit nouvelle. Il faut aussi qu'elle représente un certain saut conceptuel, qu'elle ne découle pas de manière logique et directe de ce qui était déjà connu de l'état de la technique. Donc on ne peut pas breveter une astuce triviale, même si personne n'y avait pensé explicitement avant. C'est exactement ça. Il faut cette petite étincelle d'ingéniosité, que ça n'aille pas de soi pour un spécialiste. Ça évite de breveter des choses trop simples. D'accord. Une vraie invention, pas juste une combinaison évidente. Et la troisième condition? La troisième, c'est l'application industrielle. Application industrielle. Ça semble assez clair. Il faut que ça serve à quelque chose dans l'industrie. Oui, et industrie est à prendre au sens large. Ça inclut l'artisanat, l'agriculture, la pêche, le commerce. En gros, l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un processus technique. Elle doit avoir une utilité pratique et être réalisable. Donc pas de brevet pour une théorie scientifique pure, ou une machine à mouvement perpétuel. Exactement. Une découverte scientifique, une méthode mathématique, une création purement esthétique ou quelque chose qui défie les lois de la physique, ce n'est pas brevetable car ce n'est pas considéré comme ayant une application industrielle concrète et réalisable. Nouveauté, activité inventive, application industrielle. C'est clair, merci. Revenons alors à notre cas d'étude, INPEX, et son magnétoscope. Ils cochent toutes ces cases, j'imagine. Ils obtiennent leur brevet clé. Oui, c'était une innovation majeure. Et là, surprise. Au lieu de verrouiller le marché américain qui était énorme pour les 17 ans auxquels ils avaient droit à l'époque, ils décident de partager. Pourquoi ils font ça? Pourquoi renoncer à un monopole potentiellement énorme? C'est là que ça devient passionnant, je trouve. Exactement. C'est un cas d'école qui montre bien que détenir un brevet ne signifie pas forcément vouloir être le seul sur le marché. Le brevet, ça peut être un outil stratégique bien plus flexible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils ont choisi d'accorder des licences, c'est-à-dire qu'ils ont donné l'autorisation à d'autres entreprises d'exploiter leur technologie brevetée, moyennant finance ou autre contrepartie. Et ils ont choisi 2 partenaires bien spécifiques, RCA et Sony. RCA et Sony. Deux noms connus. Pourquoi eux? Alors, avec RCA, c'était un géant de l'électronique à l'époque. Ils avaient un peu raté le coche sur le développement initial du magnétoscope, mais ils voulaient absolument entrer sur ce marché. Une menace potentielle donc. Oui, et surtout, RCA était très avancé sur une autre technologie d'avenir, la télévision couleur. Et ça intéressait beaucoup Ampex. Donc l'accord, c'était des licences croisées. Ah, un échange. C'est ça. En gros, je te donne le droit d'utiliser mes brevets magnétoscopes et toi, tu me donnes accès à tes brevets clés sur la TV couleur. Un échange de bons procédés technologiques, si on veut. Malin. Et avec Sony, c'était différent? Oui, la logique était autre. Sony, à l'époque, était une entreprise plus petite, mais elle avait déjà une réputation incroyable pour son savoir-faire en miniaturisation, notamment grâce aux transistors. Ils avaient sorti des petites radios portables qui avaient fait fureur, après avoir obtenu une licence clé d'ailleurs. D'accord. Et le lien avec le magnétoscope? Eh bien, Ampex anticipait qu'il y aurait un jour un marché grand public pour des magnétoscopes. Mais leur machine était énorme et très chère, destinée aux professionnels. Pour le grand public, il faudrait des appareils plus petits, plus abordables. Est-ce que Sony savait faire? Exactement. Ampex n'avait pas cette compétence en interne, mais Sony, si. En plus, le marché japonais était vu comme difficile à pénétrer directement pour une entreprise américaine comme Ampex, et le risque que leur technologie soit copiée ou contournée là-bas était élevé. Donc un partenariat avec Sony semblait plus judicieux. Oui, pour attaquer ce segment grand public et le marché japonais, un partenariat semblait plus malin que d'essayer de bloquer Sony. Ils leur ont donc accordé une licence. Donc
Le brevet, ici, c'est presque une monnaie d'échange, un levier pour négocier des partenariats stratégiques. C'est fascinant, on est loin de l'image du simple bouclier. Tout à fait, le brevet devient un outil de négociation. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les secteurs où les technologies sont très complexes et où les produits intègrent des innovations venant de plein d'acteurs différents. Pensez à l'électronique, aux télécoms, à l'automobile aujourd'hui. Oui, un smartphone, par exemple, doit contenir des milliers de brevets. Exactement. Dans ces domaines, les entreprises se constituent ce qu'on appelle des portefeuilles de brevets. Pas seulement pour protéger leurs inventions, mais aussi comme moyen de dissuasion. Dissuasion? Oui, c'est le fameux retaliatory power, le pouvoir de riposte. L'idée, c'est si tu m'attaques en contrefaçon sur un de tes brevets, attention, j'ai moi aussi un arsenal de brevets et je pourrais sans doute trouver quelque chose dans tes produits pour te contre-attaquer. Une sorte d'équilibre de la Terre, version brevet. Un peu, oui. Et ça pousse souvent les acteurs à ne pas s'attaquer frontalement, mais plutôt à négocier des licences croisées. Ça permet à chacun d'avoir accès aux technologies des autres, nécessaires pour innover et commercialiser leurs propres produits. C'est une façon de préserver sa liberté d'action. C'est contre-intuitif quand même. Utiliser un droit d'interdire pour finalement permettre à tout le monde de faire. C'est le paradoxe. D'ailleurs, l'histoire de RCA elle-même est intéressante à ce sujet. RCA a été créé au début du XXe siècle, à l'initiative du gouvernement américain. Ah oui, pourquoi? Parce que le développement de la radio était complètement bloqué. Les pionniers comme General Electric, Westinghouse, AT&T détenaient chacun des brevets essentiels, mais ils refusaient de s'accorder des licences mutuellement. Résultat, Personne ne pouvait fabriquer un poste de radio complet sans contrefaire les brevets des autres. le blocage total. Exactement. Le gouvernement a donc poussé à la création de RCA, qui a centralisé une grande partie de ses brevets essentiels sous forme d'un pool. Toutes les entreprises membres pouvaient alors utiliser les technologies du pool pour produire et vendre des radios. Ça a débloqué le marché. L'option du secret industriel existe toujours, non? Pourquoi s'embêter avec le brevet et sa publication obligatoire si on veut juste être seul? C'est l'éternel dilemme stratégique. Brevet ou secret. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Quels sont les avantages du secret alors? Le premier avantage évident, c'est qu'il n'y a pas de coût direct. Pas de frais de dépôt, pas de taxes annuelles à payer pour le maintenir. Ensuite, il n'y a pas de limite de temps théorique. Tant que le secret est gardé, la protection dure. Coca-Cola et sa recette, c'est l'exemple classique. Oui, ça peut plus d'un siècle. Voilà, et le secret peut être particulièrement adapté pour des procédés de fabrication interne, des choses qui ne se voient pas dans le produit fini et qui sont difficiles à deviner de l'extérieur. D'accord. Mais les inconvénients, hein, j'imagine qu'il y en a. Ah oui, et ils sont nombreux. Le principal, c'est la fragilité. Un secret, ça peut fuiter de 1000 manières. Une indiscrétion d'un employé? Oui, ou même une publication scientifique faite un peu trop tôt par un chercheur, un stagiaire qui parle trop. Il y a aussi la mobilité des salariés. Un ingénieur clé qui part chez un concurrent emporte avec lui son savoir-faire. Et c'est souvent légal. Le savoir-faire n'est pas le secret lui-même, mais ça aide. Exactement. Il y a bien sûr l'espionnage industriel, le vol pur et simple. Et puis, il y a une méthode tout à fait légale, le reverse engineering, l'ingénierie inverse. Ah ouais, c'est-à-dire démonter le produit concurrent. C'est ça. Si votre innovation est dans le produit lui-même, un concurrent peut l'acheter, le démonter, l'analyser et comprendre comment il fonctionne. À ce moment-là, le secret s'envole. C'est vrai. Donc si l'invention est visible, le secret est quasi impossible à tenir une fois le produit sur le marché. C'est très difficile, oui. Et puis, il y a un risque juridique majeur lié au secret qui est souvent sous-estimé. Lequel? Imaginez que vous gardez votre super invention secrète pendant 5 ans. Vous l'utilisez dans votre usine, personne ne le sait. Pendant ce temps, un concurrent, de manière totalement indépendante et légale, fait la même découverte que vous. Ça peut arriver. Oui. Et lui, il décide de déposer un brevet. Comme votre invention n'a jamais été divulguée publiquement, elle est toujours nouvelle au sens juridique. L'office peut donc lui accorder le brevet. Et alors? C'est grave. Alors venir vous voir, vous, l'inventeur initial, qui utilisez l'invention en secret et vous interdire de continuer à l'utiliser. Mais c'est fou. Je me ferais interdire d'utiliser ma propre invention? C'est le risque. C'est un comble, mais c'est la logique du système majoritaire. Le premier qui dépose un brevet valide l'emporte. Alors, il existe des exceptions dans certains pays, comme la France, avec le droit de possession personnelle antérieur. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui permet, sous certaines conditions assez strictes, à celui qui utilisait déjà l'invention secrètement et de bonne foi sur le territoire français avant le dépôt du brevet par un tiers, de pouvoir continuer à l'utiliser pour ses propres besoins, malgré le brevet. Mais c'est une exception, ce n'est pas universel et il faut pouvoir prouver cette possession antérieure, ce qui n'est pas toujours simple. D'accord.
Donc le choix secret brevet, ça dépend vraiment de la nature de l'invention, si elle est visible ou pas, du pays, de l'appétit pour le risque. C'est complexe. C'est une décision stratégique majeure. Mais revenons au brevet. On a vu qu'il n'est pas juste un outil de monopole, mais aussi de négociation. On a vu aussi qu'il a des conditions d'obtention strictes, mais même quand on l'a obtenu, est-ce que c'est une assurance tout risque? Est-ce que la protection est vraiment garantie? J'ai lu dans nos sources que c'est loin d'être aussi simple. C'est un point absolument crucial. Obtenir le papier, le titre de brevet, ce n'est vraiment que le début de l'histoire. Sa valeur réelle sur le terrain, sa capacité à vraiment protéger, eh bien, elle est soumise à de nombreuses limites et défis. Quels sont ces défis principaux? On peut peut-être les regrouper. Il y a d'abord les réalités, disons, du marché et de la concurrence. D'accord. La première limite, et sans doute la plus fréquente, la plus fondamentale, c'est le contournement. Le contournement. Trouver une autre solution? Exactement. Rappelez-vous, un brevet protège une solution technique spécifique à un problème donné. Il ne protège pas le problème lui-même, ni le résultat fonctionnel. Donc, qu'est-ce que font les concurrents? Ils cherchent activement et souvent ils trouvent d'autres solutions techniques pour arriver au même résultat sans tomber sous le coup de votre brevet. Et ils y arrivent souvent. Très souvent. L'histoire d'Ampex, encore une fois, est éclairante. On estime que seulement 7 ans après le lancement de leur magnétoscope révolutionnaire, toute leur technologie clé brevetée avait déjà été contournée par d'autres entreprises. Parfois même avec des solutions plus performantes. 7 ans seulement. Oui, donc l'avantage principal conféré par le brevet, dans beaucoup de cas, c'est surtout de gagner du temps sur la concurrence, de prendre une avance, mais pas forcément d'instaurer un monopole durable. Bien sûr, il y a des exceptions célèbres, des brevets très forts qui ont été difficiles à contourner pendant longtemps, comme ceux de Tefal sur le revêtement anti-adhésif ou ceux de Polaroid ou Xerox à une certaine époque, mais le contournement reste la règle générale. Donc, le brevet pose paradoxalement les concurrents à innover différemment pour le contourner. C'est une des conséquences, oui. Une incitation à trouver des chemins alternatifs. Une autre difficulté qui vient du marché, c'est parfois la pression des clients. Comment ça? Surtout dans les relations entre entreprises en B2B. Imaginez qu'un de vos composants, protégé par un brevet fort, soit essentiel pour un gros client industriel. Ce client peut ne pas apprécier de dépendre d'un seul fournisseur pour cet élément critique. Il veut éviter d'être pieds et poings liés. Voilà. Il peut donc faire pression sur vous, le détenteur du brevet, pour que vous accordiez des licences à un ou deux autres fournisseurs. Pour lui, c'est une sécurité d'approvisionnement et ça lui permet aussi de mettre les fournisseurs en concurrence sur les prix. D'accord. Donc, contournement et pression des clients, ça, c'est lié au marché. Quels sont les autres types de limites? Plutôt juridiques ou pratiques? Oui, il y a une autre catégorie de défis qui sont liés à la détection et à l'application effective du droit de brevet. C'est bien beau d'avoir un brevet, mais encore faut-il pouvoir prouver que quelqu'un le viole. Et c'est difficile. Ça peut l'être énormément, surtout si la contrefaçon concerne un procédé de fabrication utilisé à l'intérieur de l'usine du concurrent. Comment allez-vous prouver qu'il utilise votre méthode? C'est la difficulté de détection de la contrefaçon. C'est un vrai casse-tête parfois. J'imagine. Et même si on arrive à détecter une contrefaçon, Alors là commence un autre parcours du combattant potentiel, faire valoir ses droits en justice. Et ça soulève la question des coûts et de la durée des litiges. ça coûte cher un procès en contrefaçon. Extrêmement cher, surtout dans certains pays, comme les États-Unis, on parle facilement de millions de dollars. Et ça dure des années. Pendant ce temps, ça mobilise des ressources précieuses. Le temps des ingénieurs qui doivent expliquer la technique, le temps des juristes, les frais d'avocat. C'est de l'énergie et de l'argent qui ne sont pas investis dans l'innovation elle-même. C'est une démarche très lourde. Des millions, ça fait vraiment réfléchir avant de se lancer dans une procédure. Et est-ce qu'il y a un risque que ça se retourne contre nous? Absolument. C'est un risque majeur, surtout dans les industries où il y a beaucoup de brevets partout, comme les smartphones ou les équipements télécoms. C'est le risque de contre-attaque. C'est-à-dire? Si vous attaquez un concurrent pour contrefaçon d'un de vos brevets, la première chose qu'il va faire, c'est d'éplucher en détail vos propres produits pour voir si, par hasard, vous ne contrefaites pas un de ses brevets à lui. Et il y a de fortes chances qu'il trouve quelque chose. Et là, c'est la guerre totale. Ça peut mener à des batailles juridiques croisées, très complexes, très coûteuses et dont l'issue est incertaine. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, même si elles détectent des contrefaçons mineures chez un concurrent, préfèrent parfois garder le dossier sous le coude comme moyen de négociation ou de dissuasion, plutôt que de déclencher les hostilités. On tolère parfois, on négocie une licence, on ne sort l'arme nucléaire du procès que si c'est vraiment essentiel. Une sorte de paix armée, d'accord. Et
y a-t-il une dernière limite juridique importante? Oui, une incertitude fondamentale qui plane toujours sur un brevet, même après qu'il ait été délivré par l'Office des brevets, c'est le risque d'annulation du brevet lui-même. Comment ça, annulé? Mais s'il a été délivré, c'est qu'il était valide, non? Pas forcément de manière absolue. L'examen fait par l'Office est sérieux, mais il n'est pas infaillible. L'examinateur a pu rater une publication ancienne qui prouvait que l'invention n'était pas nouvelle, ou il a pu mal évaluer l'activité inventive. Et donc? Et donc, lors d'un procès en contrefaçon, la première ligne de défense de l'accusé sera toujours d'attaquer la validité du brevet qu'on lui oppose. Il va chercher à prouver que l'invention n'était en fait pas nouvelle ou qu'elle était évidente, et s'il y parvient, le tribunal peut annuler le brevet, soit totalement, soit partiellement, en annulant certaines revendications qui définissent la portée de la protection. Donc, le pied truc autant c'est solide peut s'effondrer en plein procès. C'est un risque réel. La validité d'un brevet n'est jamais garantie à 100% tant qu'il n'a pas survécu à une contestation judiciaire. D'accord. Donc si on résume ses limites, contournement facile, pression des clients, difficulté à prouver la contrefaçon, coût énorme des procès, risque de se faire contre-attaquer et même risque que notre brevet soit annulé. La liste est longue. Ça relativise énormément la puissance du brevet comme simple outil d'exclusion. Tout à fait. Ça montre que la réalité est bien plus nuancée que l'image d'Épinal du brevet égale monopole garanti. Mais alors, la question qui vient naturellement, c'est si le brevet est si imparfait pour bloquer efficacement l'extérieur, pourquoi les entreprises continuent-elles d'en déposer autant? Ça doit bien servir à autre chose. Et là, nos sources évoquent des rôles importants à l'intérieur même de l'entreprise. C'est une excellente transition parce que c'est l'autre face, souvent moins visible mais très importante du brevet. Il n'est pas seulement tourné vers l'extérieur, les concurrents, le marché, les tribunaux. Il a aussi une vie et une utilité considérables en interne. Ah oui. Par exemple? Premièrement, et ce n'est pas négligeable du tout, c'est un formidable outil de motivation et de reconnaissance pour les équipes de R&D, pour les ingénieurs, les techniciens. La fierté d'être inventeur. Exactement. Voir son nom inscrit sur un document officiel, un brevet, être désigné comme inventeur, c'est une source de fierté personnelle, une reconnaissance individuelle du travail accompli. Un technicien cité dans nos sources disait que ça lui permettait de sortir de l'ombre. Je comprends ça. Et souvent, les entreprises l'ont bien compris et l'utilisent activement. Ça peut être lié à des trims spécifiques pour les inventeurs, à des cérémonies internes comme des trophées des inventeurs. Ça permet d'identifier et de valoriser les experts au sein de l'organisation. Surtout pour les chercheurs qui travaillent sur des sujets très en amont, le brevet est parfois la seule trace concrète et valorisante de leur contribution. L'aspect humain, la reconnaissance, c'est important. Est-ce que ça aide aussi l'entreprise à mieux gérer ses propres connaissances? Indéniablement, c'est un deuxième rôle interne majeur. Le processus même de devoir rédiger une demande de brevet oblige à formaliser les connaissances. Il faut structurer l'idée, l'expliquer de manière très claire, très détaillée pour convaincre l'examinateur. Ça force à mettre les choses au clair. Voilà. Et ce document devient alors un support précieux pour la gestion des connaissances dans l'entreprise, le fameux knowledge management. Ça permet à l'entreprise de capitaliser sur ce savoir technique qui a été explicité, mis en forme. Même si, légalement, les inventions de mission faites par les salariés dans le cadre de leur travail appartiennent déjà à l'employeur, le brevet aide à formaliser et à diffuser cette connaissance. Et pour l'inventeur lui-même, au-delà de la fierté, ça a une valeur. Oui, ça peut aussi enrichir son CV. Avoir son nom sur plusieurs brevets, ça peut être un atout pour sa carrière, y compris à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui peut aussi être un facteur de motivation indirecte. D'accord. Motivation, gestion du savoir. Y a-t-il d'autres rôles internes? Oui. Assez couramment, le nombre de brevets déposés par une équipe, un département ou l'entreprise entière est utilisé comme un indicateur de performance de la R&D. Ah, le fameux indicateur nombre de brevets. C'est pertinent. C'est un indicateur, disons, imparfait, mais facile à mesurer. Il ne dit rien de la qualité réelle des brevets, ni de leur impact économique, ni de leur solidité juridique. Mais il est souvent mis en avant dans les rapports annuels, dans la communication interne et externe, comme un signe de dynamisme innovant de l'entreprise. Il faut le prendre avec des pincettes, mais il est... Un indicateur parmi d'autres, quoi. Et dans la gestion de projet au quotidien, est-ce que le brevet joue un rôle quand on développe un nouveau produit? Ah oui, c'est même un outil de pilotage de projet qui devient de plus en plus essentiel. Il intervient à 2 niveaux principaux. Lesquels? Nouvelle technologie ou d'un nouveau produit, il est crucial de vérifier qu'on ne risque pas de marcher sur les plates-bandes d'un brevet déjà existant détenu par un concurrent.
pour éviter de se retrouver bloqué ou de devoir payer une licence chère plus tard. Exactement. Donc, l'analyse des bases de données de brevets, la veille technologique sur ce que font et protègent les autres, c'est une étape clé de la gestion des risques dans un projet d'innovation. Ça peut orienter les choix techniques dès le début. Ah, cette solution est brevetée, cherchons autre chose. Ou il faudra prévoir de négocier une licence avec telle entreprise. Ou encore, on va essayer de contourner ce brevet. La veille brevet pour guider la R&D. C'est ça. Et d'autre part, il faut aussi gérer le dépôt de ses propres brevets. Il faut anticiper, dans le planning du projet, à quel moment on aura une invention suffisamment mûre pour être brevetée et quand il faudra déposer la demande en coordination avec le calendrier de développement et surtout avant toute divulgation publique. Le dépôt de brevet devient une étape à planifier comme les autres jalons du projet. D'accord, donc ça s'intègre vraiment dans le management de projet? Tout à fait. Et un dernier point intéressant sur le processus interne, c'est que la décision de déposer ou non un brevet sur une invention donnée implique souvent des structures un peu spécifiques dans l'entreprise. Comme un service spécialisé? Oui, souvent un département propriété intellectuelle ou un comité brevet où siègent des juristes, des experts techniques, parfois des gens du marketing ou de la stratégie. Et ce processus de décision se déroule un peu en parallèle de la ligne hiérarchique directe du projet. Ce qui donne une certaine autonomie. Oui, ça peut donner une certaine autonomie relative aux inventeurs et à la fonction pays pour pousser des idées et décider de les protéger, même si le manager direct a bien sûr son mot à dire pour faciliter ou freiner la démarche. C'est une dynamique intéressante. C'est vraiment fascinant de voir tous ces rôles internes. Motivation des équipes, structuration du savoir, indicateurs de performance, aide à la décision et au pilotage de projet. Le brevet est loin d'être un objet simple. C'est vraiment un outil polymorphe. C'est exactement le terme, polymorphe. Alors, si on essaie maintenant de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle complexe. Que retenir de notre exploration? Ce qui me frappe, c'est que le brevet est bien plus qu'un simple bouclier anti-copie. Oui, cette vision est très réductrice. C'est un instrument stratégique aux multiples facettes. On l'a vu, il sert à négocier des alliances technologiques, comme Ampex avec RCA. Il sert d'outil de dissuasion dans les guerres froides technologiques. Il peut générer des revenus directs via les licences. Il signale une compétence technique à l'extérieur. Et en interne, il motive les troupes, il aide à gérer les connaissances, il sert d'indicateur, il guide les projets. C'est énorme en fait. C'est tout ça à la fois. Mais, et c'est le revers de la médaille, c'est un outil dont les limites sont bien réelles et qu'il ne faut pas ignorer. Oui, on a bien vu. Le contournement quasi systématique, les coûts et les aléas des litiges, le risque d'annulation. Et l'alternative du secret existe, mais elle a ses propres failles béantes. C'est exactement ça. Et pour moi, le plus frappant dans tout ça, c'est le paradoxe fondamental qui est au cœur de cet outil. Lequel? Le brevet, à la base, c'est un droit d'interdire. C'est une restriction légale à la liberté des autres, la liberté de copier, de fabriquer, de vendre. Certains diraient même que c'est un droit liberticide par nature, puisqu'il crée un monopole temporaire. Oui, vu comme ça. Et pourtant, comment les entreprises l'utilisent-elles le plus souvent en pratique, surtout dans les secteurs complexes ? Eh bien, on l'a vu, c'est souvent de manière stratégique, via les portefeuilles de dissuasion, les licences croisées, pour, en fin de compte, protéger ou acquérir leur propre liberté. Leur liberté d'action sur le marché, leur liberté d'innover sans être bloqués par les brevets des autres. C'est incroyable comme retournement. Oui. Un responsable de propriété intellectuelle, cité dans nos sources, le résumait de façon géniale, je trouve. Il disait en substance, finalement, ce droit d'interdire que nous confère le brevet se transforme en quelque chose qui est une absence de droit d'interdire pour les autres envers nous, et donc la préservation de notre propre liberté. Utiliser un droit d'interdire pour garantir sa liberté d'action, c'est une conclusion qui donne vraiment à réfléchir. N'est-ce pas ? Ça montre que la valeur et l'impact d'un outil comme le brevet dépend entièrement, crucialement de la stratégie qui est mise en œuvre par l'entreprise. L'outil en soi n'est rien sans la stratégie qui l'anime. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour la route. Dans notre économie actuelle, où les technologies sont si complexes, si interdépendantes, où l'innovation va si vite et où le contournement semble si fréquent, est-ce que la vieille stratégie classique du brevet forteresse, celle qui vise un monopole strict et l'exclusion des concurrents, est-elle encore vraiment la plus pertinente dans la plupart des cas, sur le long terme ? Bonne question. Ou bien est-ce que l'avenir n'appartient pas davantage à des stratégies plus nuancées, voire plus collaboratives, des stratégies qui utilisent la propriété intellectuelle de manière différente, peut-être plus axées sur les licences, sur la création de standards communs, voire sur des modèles d'open source stratégiques dans certains domaines? C'est toute la question de l'évolution des stratégies de propriété intellectuelle aujourd'hui. Un vaste sujet.
Une réflexion à poursuivre, assurément. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les multiples facettes du brevet. Ce fut un plaisir de partager ces analyses. Et merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés dans cette analyse fouillée du monde des brevets.